Bien, merci d'être présent à cet atelier qui s'intitule La démographie sanitaire et l'accès durable aux soins. Donc on a 1 heure pour discuter de ce sujet. D'où est venue l'idée d'organiser cet atelier? C'est à la suite d'une initiative de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn qui a mis en place une commission qui s'appelle Territoire Santé Innovation. Je ne sais plus si c'est dans le bon ordre, mais Marie me corrigera ça, qui formulait finalement un problème crucial qui est celui de la situation et de l'avenir de l'offre de soins et plus globalement de santé dans le Tarn, avec une réflexion collective qui s'est dégagée une intelligence à travers ça. Et puis, je me suis dit dans la foulée et dans la préparation de cette université d'été, ce serait bien de mettre aussi en rapport, et ça, pardonnez-moi, mais c'est la vision d'un académique pur, l'espace de formulation du problème et des espaces de solution de problème. D'accord ? Donc, de faire un atelier où on voit à la fois le problème posé, formulé de façon claire et intelligible, et puis 2 spots correspondant à des initiatives prises qui peuvent être des solutions, mais on ne sait pas si elles seront, mais en tout cas un arrêt par des acteurs qui sont en train de le vivre. Okay ? Donc ils sont dans une réalité opérationnelle. Donc c'est un petit peu le programme qui vous est proposé aujourd'hui, avec un sommaire dans le fascicule de présentation qui est très très succinct, mais qui correspond exactement à ce qui va être fait. Parler de statistiques en démographie sanitaire, c'est un vrai métier. Parce que c'est non seulement une situation à intenter, qui correspond à la fois à un rapport entre une offre et une demande, mais on ne regarde pas seulement le point, on regarde aussi surtout les tangentes. D'accord ? Donc qu'est-ce que ça veut dire ? L'évolution à terme, et ce terme peut être court, moyen, long. Donc on est bien dans le thème de l'université d'été, qui est la soutenabilité, quelque chose qui serait durable. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'estimer que notre offre de soins a une durabilité sur cette maille territoriale très spécifique, mais d'excellence mondiale, qu'est le Tarn ? Il n'y a que Microsoft qui ne le sait pas encore. Oui, mais l'espace aux questions n'est pas encore ouvert, Bruno. Voilà, donc, moi, je ne suis pas intervenant, je suis animateur. Donc, cette courbe... Ah, mais c'est pas moi qui le fais là, c'est extrait de rapport du Conseil national de l'ordre des médecins. Voilà, donc tu illustres parfaitement ce que je viens de dire. Écoute quand je parle, Bruno, c'est un sujet sensible qui mérite d'être fait par des spécialistes, et le spécialiste, c'est pas moi, c'est Marie. Voilà, donc je vais laisser la place tout de suite à Marie Dufort, donc, qui est responsable du secteur régulation et lutte contre la fraude de la CPM du Tarn, pour nous parler de ça. Je propose avant que chacun se présente de façon un peu plus détaillée, d'accord, et puis ensuite on attaque le vif du sujet par la formulation du problème. Marie, it's up to you, comme disent les autres. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc Marie Dufort, je suis responsable de ce qu'on appelle la régulation à la caisse primaire du Tarn. C'est à la fois l'accompagnement des professionnels de santé dans l'objectif de maîtriser les dépenses. C'est l'essentiel de mon activité, ainsi que de la lutte contre la fraude. Voilà. Bonjour, donc je suis Julie Cabrol-Sabrier, je suis titulaire à Albi. J'ai une officine de quartier. Ça fait 2 ans que je m'intéresse à la e-santé et notamment à la téléconsultation. Et là, cette année, les choses ont vraiment bougé et donc j'ai décidé de me lancer. Et donc, je viens raconter mon expérience et je remercie Hervé de cette invitation. Et bonjour, du coup, moi, c'est Ludovic Yol. Alors, il y a 3 ans, j'étais à la même place, mais c'était ma soutenance de stage. Donc, c'est différent. Et aujourd'hui, du coup, je suis product owner. Donc, c'est moi qui ai la vision métier de la startup IGIA qui vise à résoudre les problématiques qu'on va énoncer tout de suite. Très bien. Marie, je débute. Bon, très bien. Alors, la démographie médicale, c'est une problématique sur laquelle nous sommes très souvent interpellés à la caisse primaire. Tout d'abord, pour poser un petit peu le cadre, le droit à la protection de la santé, c'est un droit constitutionnel.
Nous avons un principe d'égal accès aux soins et de libre accès aux soins en France. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a un petit hiatus aujourd'hui entre ces ambitions et la situation démographique aujourd'hui. On en parle assez souvent dans les médias. Alors pour poser un petit peu le cadre aussi, quelques préalables, il n'y a pas de définition officielle de ce que pourrait être un désert médical. Il n'y a pas de quelconque seuil qui fasse vraiment consensus pour qualifier ce qu'on appelle un désert médical. C'est un langage médiatique, hein. Un désert médical, ça ne relève pas par ailleurs uniquement de l'accès aux médecins généralistes. C'est aussi un cumul de difficultés sur un territoire pour accéder aux services de santé, pour accéder au premier recours, pour accéder au second recours. Ça peut être des problématiques d'accès géographique. Ça peut être aussi des problématiques de délai. Donc on peut parler d'un désert médical en ville, hein. C'est aussi une réalité. Et ça touche à la fois le traitement et la prise en charge des problèmes aigus, comme de la prise en charge des pathologies chroniques. Alors, le cadre aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, en fait, on ne manque pas réellement de médecins. En réalité, on n'a jamais eu autant de médecins en France. On en a 300 000. Voilà, on a gagné 50 000 médecins à peu près en 10 ans. Donc en fait, on est tout à fait dans la moyenne des pays de l'OCDE. Donc c'est ça pourrait paraître étonnant qu'on parle autant de problématiques de démographie médicale. En fait, vous l'avez souligné tout à l'heure, monsieur, il y a de très fortes disparités entre les régions et il y a de très fortes disparités au sein même des territoires, au sein des départements. Et en particulier sur certaines spécialités. Voilà, il y a des rapports de 1 à 3 à peu près, hein. Par ailleurs, le nombre global de professionnels, ça résume pas tout à fait, ça résume pas l'entièreté de la problématique, puisqu'en fait, il faudrait plutôt s'intéresser au volume d'heures travaillées, avoir une idée de réellement, voilà, quelle est l'offre réellement qui existe, puisque la part de l'activité régulière, en fait, elle est très largement en baisse. On a une part croissante des cumuls emploi-retraite, donc de personnes qui n'ont pas une activité qui est forcément à temps plein, et également de remplacement, plus 10%. Donc on peut avoir certes une hausse numérique du nombre de médecins, mais la part des médecins actifs, elle est plutôt à la baisse. Alors pour faire un rapide état des lieux, en France, pour tout ce qui concerne les médecins qui sont inscrits à l'ordre, nous avons 24% des médecins en activité régulière qui ont plus de 60 ans. Donc ça veut dire que là, dans les très prochaines années, en général, un médecin part à la retraite vers 66-67 ans. Donc voilà, il va y avoir vraiment un fort creux démographique dans les prochaines années, avec un âge moyen qui se situe à peu près à 50,8 ans. Voilà. Dans le Tarn, on est à peu près dans cette moyenne-là. Dans le Tarn, on a une situation qui est peut-être plus alarmante, puisqu'au niveau de l'offre libérale, on a 40% de nos médecins qui ont 60 ans et plus. Voilà. Donc là aussi, ça... Qui ne sont pas salariés, oui, qui sont pas salariés et qui du coup sont inscrits à la caisse primaire, voilà, qui sont pas. Non, pas forcément. Enfin, c'est tous les médecins conventionnés, donc ça peut être aussi des personnes qui pratiquent des dépassements d'honoraires. Non salariés. C'est ça, non salariés. Parce qu'après, vous avez des centres de santé, là, les médecins sont salariés, mais ils ne sont pas rémunérés par la caisse primaire. C'est pour ça que je connais plus particulièrement l'offre libérale. Voilà. Et que je vous en parle en particulier. Ensuite, en France, en général, on a moins 7% de médecins généralistes en activité régulière, ce que je vous disais. Hein. Donc sur l'activité régulière, il y a une réelle baisse qui devrait continuer, on estime, jusqu'à 2025. Voilà, là, en gros, d'aujourd'hui jusqu'à 2025, on a un creux démographique. Et ce qu'il faut savoir, c'est par rapport justement à ce qu'on disait au salariat, il y a de moins en moins de médecins qui exercent en libéral. Donc en général, le volume d'heures est réduit quand vous êtes salarié. Donc ça, c'est vraiment une tendance lourde. Il y a de plus en plus de médecins qui sont salariés. Près d'un médecin en activité régulière sur 2 a désormais un exercice qui est salarié. Donc c'est quand même très important. Alors le Tarn, par rapport à cette question de la démographie médicale, il est dans une situation qui est à peu près intermédiaire. Par rapport aux autres départements, nous on fait face à un peu ce qu'on pourrait appeler un effet de ciseaux. On a un département où la population globale augmente plutôt et on a plutôt une baisse de la démographie médicale. Donc voilà, c'est une situation qui est plutôt défavorable. Et il y a quelques territoires qui nous paraissent particulièrement fragiles.
au sein même du département, parce que ce sont des territoires où il y a un nombre important de personnes âgées qui ont plus de 75 ans et qui sont forts consommateurs de soins forcément, et où les médecins sont plutôt âgés. Alors c'est le territoire notamment de Laconne, de Mazamet, de Carmaux et de Groyer, voilà, qui sont particulièrement fragiles. Après, voilà, on l'a dit, la densité médicale, elle est très hétérogène sur le territoire. En Midi-Pyrénées, en Languedoc-Roussillon, en réalité, on est relativement bien doté si on regarde globalement, mais on l'a dit, la Lozère, le Gers, eux, ne sont pas du tout dans une situation qui est favorable. Par ailleurs, sur les spécialités, il y a certaines spécialités, notamment des spécialités qui sont en accès direct ou qui sont de recours fréquent. Je pense aux ophtalmos, dermatos, psychiatres et gynécologues, où là, voilà, il y a de très grandes disparités en termes de densité également. Donc regarder globalement le chiffre n'a pas vraiment d'intérêt. Alors il y a des causes qui sont tout à fait profondes et des changements structurels importants qui expliquent aussi ces difficultés démographiques aujourd'hui. Un des éléments qui ressort régulièrement quand on en parle avec les professionnels de santé, c'est un changement véritablement sociologique, générationnel. Les professionnels de santé ont aujourd'hui envie d'avoir une vie comme tout le monde, de concilier un petit peu leur vie personnelle avec leur vie professionnelle, et ils veulent un petit peu de temps libre, voilà, tout simplement. C'est une mutation générationnelle qui devrait s'achever d'ici 2030. On a encore des médecins qui font des semaines pas possibles. Mais voilà, il y en a de moins en moins et clairement la médecine devient de moins en moins un sacerdoce. Les médecins ne veulent plus exercer dans ces conditions. C'est une mutation sociologique qui se conjugue aussi à une mutation de l'ensemble de la population, puisqu'on est davantage entré dans une culture de l'immédiateté avec une demande de santé qui est croissante. Ensuite, en ce qui concerne les autres changements structurels, on en a parlé aussi lors de l'intervention précédente, il y a le vieillissement de la population, la chronicisation des pathologies, voilà, des maladies du vieillissement qui sont liées à des transformations des modes de vie, à l'allongement de l'espérance de vie. Donc forcément, voilà, en termes de prise en charge, on a aussi des patients qui sont plus lourds. Enfin, voilà, un problème de répartition des professionnels de santé, on l'a dit, il n'y a pas de régulation contraignante à l'installation pour ce qui concerne les médecins. Il y a des professions qui sont régulées de manière contraignante, c'est-à-dire qu'il y a un zonage. Voilà, à partir du moment où on estime que la zone est trop dotée, les professionnels de santé ne peuvent plus s'installer. C'est le cas notamment des infirmiers libéraux. Ce n'est pas le cas pour les médecins et ce ne sera probablement jamais le cas. En tout cas, les orientations politiques sont assez claires à ce sujet-là. Or, l'installation des médecins, c'est un peu le nerf de la guerre, parce que si vous n'avez pas de médecin, ça va être difficile pour la pharmacie de vivre, ça va être difficile pour toutes les professions prescrites aux alentours, c'est-à-dire notamment les kinés, les infirmiers. Il y a enfin d'autres causes qui sont des choix plutôt de politique publique. Vous devez le savoir, le numerus clausus, la baisse du numerus clausus, des départs à la retraite précoces qui ont été encouragés aussi pendant une période, et un certain hospitalocentrisme français qui dévalorisait relativement la médecine de ville et la médecine générale en particulier. Donc voilà, toutes ces conséquences, tout ça a pour conséquence aujourd'hui des surcharges au niveau des urgences et des patientèles qui explosent dans les cabinets de ville. Alors il y a aujourd'hui une nouvelle médecine à inventer. Moi je vais vous tracer quelques pistes, mais après finalement ici vous avez tout un espace d'innovation et voilà, dont l'objectif est quand même de répondre à ces problématiques. Un des éléments qui nous apparaît essentiel au niveau de l'assurance maladie, c'est vraiment la transformation de l'exercice en ville, comme à l'hôpital d'ailleurs. C'est une transformation qui va vers un travail davantage pluridisciplinaire, un travail en équipe, qui repose sur un projet de santé, qui est porté par les professionnels de santé et qui est accompagné par les institutions. En aucun cas, le projet ne doit être défini par l'élu local ou par l'assurance maladie. C'est un projet qui doit partir d'une analyse de terrain portée par les professionnels de santé du territoire. Tout ça, c'est parmi les solutions, c'est du coup de nouvelles organisations. L'idée, c'est d'assurer la continuité des soins, on l'a dit, dans le cadre de maladies qui sont de plus en plus chroniques. Donc d'en finir avec, quelque part, on en finit aujourd'hui avec l'isolement, et on cherche à répartir la charge, la prise en charge et la charge aussi administrative. Les tâches de secrétariat, on a vu aujourd'hui qu'il y a le développement des assistants médicaux. En tout cas, l'accord a été signé pour pouvoir déployer ces assistants médicaux.
l'exercice de groupe, l'exercice pluriprofessionnel, c'est l'avenir. La jeune génération en est friande et clairement, on le voit aussi sur, sur des graphes statistiques, plus les médecins sont âgés, ou même plus les professionnels de santé sont âgés, moins ils exercent en groupe, et inversement. Après cette transformation de l'exercice, il va peut-être falloir aussi penser à faire de la pédagogie auprès des patients. C'est une réflexion que je livre, mais voilà, c'est un apprentissage aussi pour les patients d'être pris en charge par une équipe pluridisciplinaire. Il n'y a plus un médecin qui prend forcément en charge de bout en bout, qui connaît tout, qui sait tout faire et qui a le temps de tout faire. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être peut-être une nouvelle manière d'être pris en charge tout simplement. Il y a des outils aussi qui se développent aujourd'hui. On parle de la télémédecine. Alors la télémédecine, du point de vue de l'assurance maladie, on en est au balbutiement. Il y a très peu d'actes de télémédecine qui sont aujourd'hui facturés à l'assurance maladie, mais il y a beaucoup d'offres commerciales par contre. Alors ça peut être une réponse, hein, bien sûr, mais c'est une réponse qui est non remboursable pour l'instant. Donc c'est encore un champ qui est largement à explorer. Des outils aussi pour la coordination, le dossier médical partagé, les messageries sécurisées de santé et tout un tas d'outils numériques qui vont se développer. Là, ce n'est pas de la compétence de l'assurance maladie, mais nous, on est là pour éventuellement soutenir des initiatives aussi qui peuvent être de véritables solutions à la prise en charge. Il faut savoir aussi qu'il y a des nouveaux modes de financement qui sont ouverts par les lois de financement de la sécurité sociale. La LFSS pour 2018 a, dans son article 51, ouvert des possibilités d'innovation et de financement innovant aussi. Donc ça veut dire que voilà, on peut aujourd'hui déposer des projets dans un cadre, c'est certes compliqué, je suis tout à fait d'accord, faut être un peu un spécialiste et c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'il y a des cadres dérogatoires, on peut avoir des financements et tester par exemple des prises en charge à l'épisode de soins financées de manière globale. Alors qu'aujourd'hui on a un financement qui est plutôt, en tout cas en ville, qui est complètement à l'acte et qui n'est pas vraiment favorable à la coordination. Ensuite, il y a une conjonction d'investissement qui est nécessaire. Ce ne sera pas uniquement l'assurance maladie, pas uniquement les professionnels de santé, mais aussi les collectivités locales et territoriales qui doivent aussi penser plus globalement à l'aménagement du territoire, à la question de l'emploi, à la question de l'éducation pour les enfants et à l'accès aux services plus globalement. Parce que ça, c'est des éléments indispensables pour que les médecins viennent s'installer. Non, ils n'iront pas dans des déserts médicaux où ils seront seuls à exercer, où ils auront 2000 patients par jour et ils vont y laisser la santé. Pour le coup, ça ne fait rêver personne. Enfin voilà, il y a peut-être aussi à penser une rénovation de la formation, peut-être davantage sortir de l'hôpital, aller davantage exercer en ville, faire des stages en ville. Ça implique d'avoir des maîtres de stage qui sont formés sur les territoires. Ça peut être aussi sortir les internes des CHU plutôt et aller vers les hôpitaux de proximité. Pourquoi pas former aussi les médecins, les médecins à la dimension entrepreneuriale de leur activité, puisque ça c'est pas du tout quelque chose qui est enseigné, sauf que quelque part c'est un petit peu des chefs d'entreprise. Et puis il y a peut-être aussi à penser à une éducation populaire à la santé, éduquer davantage les patients au recours au système de santé. Il y a tout un tas de pistes comme ça. Au niveau institutionnel, on pourrait avoir des zonages plus réactifs, donc ça dépendra de l'ARS. Mais voilà, avoir simplement une cartographie qui permette d'avoir des outils incitatifs qui correspondent à la réalité en fait, du territoire et qui n'aient pas déjà 2 ans de retard une fois qu'ils sont publiés, parce que ça c'est un petit problème. Tout le monde en est conscient, mais pour autant c'est toujours le cas malheureusement. Et puis, nous, la Caisse primaire du Tarn, on a pris le parti d'avoir un référent institutionnel qui soit clairement identifié, qui sillonne le territoire et qui aide les professionnels de santé à monter leurs projets, à démêler tous les méandres administratifs qui font souvent peur et qui sont des obstacles aussi à la mise en œuvre d'équipes de soins réellement qui sont pourtant aujourd'hui ce qui fait partie des éléments les plus attractifs pour qu'un professionnel de santé s'installe. Voilà, j'ai peut-être... m'arrêter là et je suis ouverte à toutes vos questions. Donc moi je vais vous présenter mon expérience et aussi ce qui se passe actuellement en officine sur la télémédecine. Alors l'historique pour nous pharmaciens, tout s'est accéléré en fin 2018. Parce que dans la loi HPST de 2009, il y avait les définitions des 5 actes médicaux que vous connaissez, donc la téléexpertise, la téléconsultation, la télésurveillance médicale,
la téléassistance médicale et la régulation médicale. Donc ils avaient juste défini ces actes médicaux. Jusque-là, le pharmacien n'intervenait pas. On avait quand même une perspective dans la téléconsultation, que j'espérais bien, mais pour l'instant, on n'intervenait pas. Et dans le PLFSS de 2018, il y a eu une inscription sur la nomenclature remboursable, qui est tout courant. Là. Donc, je vous traduis un petit peu ça, c'est qu'il y a des actes de télémédecine qui sont maintenant remboursés. Et là, ça nous a ouvert vraiment alors, toutes les perspectives, les portes, et on va voir justement que pour nous pharmaciens, on est à une charnière, parce qu'on est un petit peu au début de la télémédecine. Donc, on essaie des choses. Des fois, on est hors cadre, hors convention, et donc là, on se fait rétoquer. Et voilà, donc on est un peu dans les tests, dans les expériences, mais bon, dans toute innovation, il y a des expériences, et on est dans ce stade-là, vraiment. L'avenant 15 de la Caisse nationale d'assurance maladie, la signature doit être en cours 2019 normalement, prévoit une rémunération de l'officinal pour ces actes de télémédecine. Et là, donc, quand il y a eu cet avenant 15, les choses se sont accélérées, la profession a essayé de s'organiser. Il y a eu des acteurs venus de plusieurs horizons qui nous ont proposé des solutions pour l'officine. Des packs, des choses de téléconsultation, des cabines à mettre dans nos officines, voilà. Et il faut quand même rester dans le cadre conventionnel. Donc actuellement, on a un petit peu cette difficulté à rester dans la loi et rester dans le cadre et développer quand même la téléconsultation. L'Ordre des médecins a récemment commenté la télémédecine en la décrivant. La télémédecine doit être une aide pour soulager les généralistes, mais sur un parcours de soins donné. En fait, quand l'Ordre a vu que beaucoup de portes s'ouvraient, ils ont eu un petit peu peur. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Ils ont eu un petit peu peur qu'il y ait des dérives. Et du coup, ils ont essayé de recentrer vraiment l'acte médical sur le médecin traitant. Ce qui est quand même une bonne chose, quand même, pour préserver le métier de médecin traitant, évidemment, et son rôle vraiment capital dans la prise en charge coordonnée du patient. Donc, voilà. Nous en sommes au début de cette nouvelle pratique. Il y a des perspectives et il y a aussi des remparts qu'il faut respecter. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je vous fais cette petite présentation du point de vue de l'officinal par rapport à une expérience que j'ai faite dans mon officine, en essayant de respecter quand même les avenants. Alors, pour le pharmacien, c'est vrai que c'est quand même un lieu tout à fait adéquat pour faire la téléconsultation. Moi, ça fait plusieurs années que je m'intéresse à la e-santé. Ça fait déjà 2 ans que j'étais venue ici. Moi, je trouve que quand même l'officine est un lieu privilégié pour faire ce genre d'innovation parce que nous sommes quand même légitimes. On a une proximité avec les patients. Il y a une officine pour tout le monde à moins de 20 minutes. Alors c'est vrai que comme disait Marie, il y a des professionnels qui ne sont pas réglementés dans leur installation. Nous sommes réglementés. Voilà, donc nous avons une décision de l'ARS qui décide d'installer une pharmacie ou non. Voilà. Donc ensuite, on a quand même une confiance envers les patients. On est quand même une profession qui est assez reconnue. Donc quand la personne se présente à l'officine avec un problème de santé, on est quand même tout à fait en adéquation pour l'orienter, pour savoir quand même si c'est une urgence vitale. Voilà, on ne va pas faire une téléconsultation pour une hémorragie. Voilà. Bon, j'ai eu le cas, moi, à la pharmacie, de quelqu'un qui arrivait avec le doigt ouvert et qui voulait téléconsulter. Bon, là, je lui ai dit que clairement, je ne pouvais rien. Voilà, mais c'est des gens qui viennent quand même en toute confiance dans les officines parce qu'ils savent qu'on a quand même une équipe formée et disponible parce qu'on est quand même ouvert 6 jours sur 7, on a un service de garde. Donc on est un lieu, pour moi, qui est tout à fait adapté à promouvoir la télémédecine. On est aussi un maillon dans le parcours de soins. Le pharmacien est quand même un des piliers dans le traitement médical. On est technologiquement à la pointe. Alors je mets ça parce que c'est une des professions qui est le plus informatisée en médecine parce qu'on a des ordinateurs pour tout. Au niveau, voilà, pour toutes les délivrances, on a aussi cette culture des étudiants
on nous forme quand même pas mal à aller chercher sur le Vidal, à aller chercher sur Internet des choses qu'on ne connaîtrait pas, des publications, les choses comme ça. Bon. Et on est obligé de s'adapter parce que quand la caisse d'assurance maladie, par exemple, nous dit maintenant il faut tout télétransmettre, tout ça, ben, on s'adapte. Voilà, toutes les pharmacies sont, enfin, elle vous le dirait, toutes les pharmacies sont à peu près à jour, elles font la télétrans. Voilà. Et donc, on est une profession en mutation, comme aussi la profession de médecin. Voilà, on fait face aux mêmes problématiques que les médecins sur la désertification, un peu moins sur la désertification, mais du coup, on subit ce manque de médecins et on essaie à nous de trouver notre place dans un parcours de soins qui évolue. Donc, pour l'officinal, il y a des obligations. On doit avoir un espace dédié confidentiel pour pratiquer la télémédecine. On doit avoir un ordinateur avec une caméra, un grand écran. Bon, mais ça, c'est quelque chose de classique. Et dans la convention, il est noté qu'on doit avoir un stéthoscope connecté, un otoscope connecté, un tensiomètre et un oxymètre non connectés, ces deux derniers. Voilà, ça, c'est ce qui est dans les règles. L'AHS a publié en mai 2009 un guide des bonnes pratiques. Ça, c'est bien fait parce qu'au moins, ça recadre un petit peu ce qui doit être fait. Voilà. Il y a une fiche mémo patient qui s'adresse aux patients qui seraient intéressés pour téléconsulter, où on leur rappelle leurs droits et ce qui va se passer dans la téléconsultation. En pratique, en pratique, voilà, c'est un petit peu comme c'est les débuts, donc il y a eu des expériences. En Vendée, Télémédinov, donc vous avez... C'est financé quand même par l'ARS et via les CPTS qui sont les communautés pluridisciplinaires, territoires de santé. C'est ça. Donc ce sont des professionnels de santé qui se sont réunis et qui ont dit on va essayer en Vendée de proposer une offre de soins avec une téléconsultation. Ça a commencé d'abord dans les EHPAD pour pouvoir téléconsulter plus facilement pour les personnes âgées. Puis après, ça s'est étendu à la population générale avec notamment des points de téléconsultation dans les officines. C'est un projet qui a quand même assez bien marché parce que les médecins étaient porteurs du projet, ils étaient d'accord. Et ça, c'est quand même la clé. Dans un projet de télémédecine, il faut que les médecins soient vraiment porteurs du projet. Et comme ça, ils sont vraiment au centre. Voilà. Ensuite, il y a des cabines de télémédecine. Il y a une pharmacie mutualiste de Lyon qui s'est équipée dans une cabine de télémédecine. Mais bon, ça, c'est un cas isolé. On en parlait à la pause. C'est compliqué pour un officinal d'investir dans ce genre de cabine parce que le coût est quand même exorbitant. Donc voilà, pour nous, c'est quand même compliqué. Après, il y a des pratiques isolées avec des URPS. Donc, dans certains départements, pareil, avec les médecins, ils ont créé des plateformes de télémédecine. La plateforme a été créée par des startups, voilà, et financée donc par les URPS. Et il y avait des pharmacies de test qui proposaient ce service avec des médecins locaux. Et ça, je pense que la clé, elle est là, parce qu'actuellement, on veut vraiment nous faire aller vers le local, donc vers le maillage territorial. Et ensuite, vous avez les plateformes avec des médecins qui sont non locaux, donc qui peuvent venir de partout du territoire ou hors territoire, et qui actuellement sont un peu dans la tourmente, parce que c'est ce que Hervé m'avait passé là, la dernière fois sur Agnès Buzyn, qui avait quand même qui n'avait pas donné suite à une plateforme qui dénonçait un non-remboursement. C'est ça, voilà. Ces plateformes voudraient être remboursées, que tous les actes soient remboursés, mais comme elles ne rentrent pas dans le parcours de soins, voilà. Alors, les freins et les solutions. Oui, peut-être là, pour revenir sur le parcours de soins, dans l'avenant 15 quand même, parce que bon, on parle de parcours de soins qui doit être respecté. Moi, dans mon officine, j'essaie que ce soit respecté, mais malheureusement, on n'a pas forcément de médecins généralistes dans le réseau, là, donc voilà. Il y a quand même des exclusions. On a le droit de téléconsulter si on a un accès à un spécialiste en direct, si on a un patient âgé de moins de 16 ans, si on est en situation d'urgence, ou si le patient ne dispose pas de médecin traitant disponible dans le délai compatible de son état de santé. Et alors cette phrase, c'est de là, voilà, c'est quand même, voilà.
cette phrase est du coup interprétée par les plateformes comme elles le souhaitent, enfin, voilà, au mot à mot. Et par contre, l'assurance maladie dit qu'il faut respecter le parcours de soins. Donc c'est pour ça qu'on en est quand même vraiment à un stade un peu d'expérimentation. On est au début. Et je pense qu'il va falloir clarifier petit à petit les choses et organiser. Parce qu'on teste, mais il va falloir voir. Donc les freins et les solutions que les officinaux rencontrent. Bon, l'équipe, donc là je m'adresse plutôt à des personnes qui voudraient développer des outils de téléconsultation en officine, et je leur parle moi de mes expériences et voilà, je leur explique pourquoi ça peut être des freins. Bon, l'équipement de l'officine, on l'a vu par exemple dans les grandes télécabines ou tout ça, bon, c'est pas adapté, et puis la rémunération est compliquée. Sécurisation des données, il faut quand même bien penser qu'on est avec des données de santé, donc ça vous êtes bien au courant qu'il faut quand même avoir quelque chose d'adapté et de très très sûr, très verrouillé. Donc bon, là on y fait très attention. Pour l'officinal, il peut y avoir une désorganisation dans son travail. Je m'explique. Moi, actuellement, je propose des téléconsultations, mais les patients rentrent. Je peux avoir, par exemple, 15 personnes dans mon officine avec des ordonnances. C'est la personne qui vient et qui me dit, ben voilà, je veux téléconsulter. Donc, je dois me rendre disponible à l'instant T pour pouvoir lui proposer une téléconsultation. Sinon, ça n'a pas de sens. Si je commence à lui dire, écoutez, revenez dans une demi-heure, non, là, ce n'est pas adapté. Donc il faut que je puisse l'accompagner au moment. Bon, au pire, je la fais patienter si je suis en cours d'une ordonnance, mais voilà. Donc on a une rémunération de Caisse nationale d'assurance maladie qui nous a été octroyée pour pouvoir nous équiper et aussi à terme un petit peu dégager du temps. Ça sera soit un pharmacien, soit un préparateur formé, mais quand même quelqu'un de l'officine qui pourra se dégager du temps quand la situation se présente. Parce que pour avoir contacté la première solution que je vous ai dit en Vendée, l'officinal que j'ai eu au téléphone m'a avoué avoir 20 téléconsultations par semaine. Donc c'est quand même beaucoup. Sur un temps, enfin, pour nous, ils peuvent arriver à n'importe quand. Voilà. Oui. Et oui. C'est ça. Oui. Ce qui me paraît très intelligent, sauf que naturellement vous avez le nombre de consultations que les médecins. Et oui. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc c'est logique. Le problème de se faire demander, c'est de faire monter nos consultations. Oui. Oui. Alors ensuite. Oui, au niveau réglementation, je vais vous parler d'un petit souci qu'on a eu le mois dernier avec l'Ordre des médecins, qui est paru sur le moniteur des pharmaciens. Il y a des pharmacies à Paris qui mettaient des grosses affiches en mettant ici un médecin est disponible de suite et remboursé. En gros, en fluo. Donc effectivement, là, ça a été rétoqué, l'Ordre des médecins est intervenu. Donc bon, là, je parle plutôt aux gens qui veulent faire la promotion de la téléconsultation. Il faut le faire. Donc dans nos textes, il y a marqué avec tact et mesure. Voilà, pour essayer de... Voilà. Il y a eu des recours, oui, voilà. Ouais. Voilà, moi, par exemple, pour ma part, vu qu'encore il y a un peu un vide juridique, je ne l'ai pas mis en devanture. Je le mets dans mon officine, ça se dit du bouche à oreille, mais après, je ne l'ai pas exposé. Parce que, voilà, je ne sais pas ce qui est... c'est un peu un vide, on ne sait pas. Et enfin, donc, ce problème d'éligibilité des patients, c'est la grande discussion du moment, cette polémique. Donc c'est pour ça qu'il y a des pharmaciens qui voudraient se lancer, mais qui n'osent pas parce qu'ils se disent que les patients ne vont pas être éligibles. Et donc on a nos syndicats qui essaient quand même de nous dire de garder la tête froide. Ils déconseillent pour l'instant de s'équiper, d'attendre. Bon, les syndicats sont finalement assez frileux, alors qu'au départ, en 2018, tout était super. Puis là, maintenant, on est un petit peu revenu à la frilosité. Donc, moi, je pense que ce qui pourrait se passer, c'est une organisation avec les CPTS et les MSP vraiment locales, où on pourrait arriver à créer des outils de télémédecine pour travailler ensemble sur vraiment un territoire donné avec des médecins connus et des paramédicaux connus, pour créer comme on recrée un maillage, mais numérique. Voilà.
Je pense que c'est vers ça qu'il faudra se pencher. Donc là, vous voyez, bon, dans mon officine, j'ai cet espace avec les objets connectés et l'écran. Donc pour ma part, il y a eu des difficultés parce qu'effectivement, il y a peu de communication, c'est nouveau, et puis il y a ces freins quand même de publicité qu'on ne peut pas faire. On est dans de la médecine et de la pharmacie, on a interdiction de publicité. Donc on ne peut pas communiquer librement. Ce n'est pas dans les habitudes aussi des patients de téléconsulter. Moi, quand je leur propose des fois une téléconsultation, ils me regardent en me disant mais qu'est-ce qu'elle va me faire? Qu'est-ce que c'est? Bon, ils sont assez réticents. Bon, après ça peut se comprendre, mais je pense que la jeune génération sera vraiment plus ouverte à ça, et déjà avec des dispositifs médicaux connectés, donc ils connaîtront. Il y a le problème de l'avenant, avec sa lecture sur l'éligibilité des patients. Et pour l'instant, donc les URPS et les ARS locales n'ont pas vraiment créé de dynamique sur la télémédecine et sur les innovations. Donc du coup, pour l'instant, ça a un peu du mal à démarrer. Pourtant, je pense que cette pratique a de l'avenir, parce qu'on est tout à fait légitime pour porter ces nouveaux projets. Ça permet quand même une prise en charge dans certains cas, pour désengorger des services d'urgence où il y a des gens qui n'ont rien à faire aux urgences. Ce n'est pas une situation vraiment d'urgence. Donc là, on a un gain de temps. On soulage aussi le médecin généraliste quand vraiment il ne peut pas assurer ce service, et qu'à la limite, il peut se faire donc seconder. Il y a une rapidité de diagnostic là qui est probante. Elle remet donc le pharmacien au centre du parcours de soins. Moi, c'est vrai que moi, de ma vision d'officinale, c'est ça que je retiens, c'est que là, je suis au centre du parcours de soins. Alors que souvent, je suis prescrit, donc je suis à la suite du médecin. Là, je rentre dans un parcours où j'ai accueilli la personne, je lui ai proposé une téléconsultation parce que je jugeais aussi que son état était nécessaire et qu'elle rentrait dans les conditions de l'avenant. La téléconsultation a lieu et à la suite, je délivre le médicament. Donc on a quand même de A à Z une prise en charge qui est quand même sympathique. Voilà, il y a aussi une façon de collaborer qui est quand même sympa, et je pense que les CPTS ont de l'avenir sur ça. À mon avis, toutes les CPTS devraient proposer une solution de télémédecine. Voilà. Et donc je finis avec une phrase de Robin Sharma, qui est un Canadien connu qui dit que l'antidote à la stagnation, c'est l'innovation. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est arrivé à un point quand même de fracture. Il manque de médecins, mais la population vieillit. Il faut trouver une solution. On ne va pas stagner dans cette situation. Les jeunes sont tout à fait ouverts aux nouvelles technologies. On voit que ça va vite. Nos enfants vont très très vite et cogitent vite. Les façons d'éduquer sont différentes, donc je pense que la médecine, la façon de soigner va être différente, et la prise en charge aussi. Donc ouais, je vais prendre la suite. Et effectivement, c'est très complémentaire. Tu as terminé par le terme de collaboration. Je rappelle un petit peu rapidement pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est IGIA. IGIA, on vise à créer une solution collaborative de soins autour du patient. Notre but, c'est de faire en sorte que le médecin et le patient travaillent mieux ensemble pour apporter des solutions à l'accès durable aux soins et aux problématiques qu'on peut trouver sur la démographie sanitaire. Si je suis présent aujourd'hui, c'est pour vous expliquer, dans le cadre du projet IGIA, les recherches qu'on a pu effectuer et vous partager notre vision sur les nouvelles relations entre le patient informé et son médecin traitant. Et pour commencer, on va parler du patient. Parce que le patient informé, c'est une notion dont on entend de plus en plus parler, mais qui n'est pas forcément claire. Mais effectivement, le patient n'est plus le même que le patient d'il y a 20 ans. Avec l'avènement d'Internet, à la fin des années 90, au début des années 2000, on a eu un accès fort à l'information. Et aujourd'hui, les patients sont les premiers à aller s'informer d'eux-mêmes sur leur maladie. On a des patients qui vont s'informer alors soit sur des sites qui sont certifiés par l'HAS, avec le label HON, HealthOnNet, ou sur des sites autres, comme des forums, comme Doctissimo en France, comme WebMD aux États-Unis, Planète Santé en Suisse. Donc voilà, l'accès à l'information est beaucoup plus simple et on a des patients. Le patient informé, c'est quelqu'un qui va aller chercher ces informations sur Internet. Le patient informé, c'est quelqu'un aussi qui va pratiquer l'automédication. On va dire, il ne va pas se prendre la tête à prendre rendez-vous chez le médecin, surtout avec les problèmes qu'il peut y avoir aujourd'hui. Des fois, c'est très compliqué de prendre un rendez-vous. Si on a mal à la gorge,
On se dit qu'on a une angine et on va chercher dans notre petite boîte en carton voilà, les médicaments qui peuvent faire l'affaire. Un patient informé, c'est aussi quelqu'un qui est adepte de tout ce qui est IoT, tout ce qui est objet connecté. Un patient informé, c'est quelqu'un qui a une montre connectée, qui monitore son pouls constamment. C'est quelqu'un qui va avoir une balance connectée chez lui, qui va prendre ses mesures tous les matins, qui va intégrer ces objets dans son quotidien. Et les meilleurs patients connectés, au final, c'est ce qu'on appelle les patients experts. Aujourd'hui, les malades chroniques sont les meilleurs patients informés, puisqu'ils doivent connaître leur maladie pour apprendre à la gérer et vivre avec au quotidien. Cette notion de patient expert se retrouve notamment dans les associations de médecins, où là, c'est des patients qui vont partager entre eux la connaissance qu'ils peuvent avoir de leur maladie. Oui, pardon, les associations de patients, merci Hervé. Donc ils vont partager entre eux leurs connaissances et leur expérience de la maladie. Qu'est-ce qu'il recherche, le patient informé? Quand il fait des recherches sur Internet, il va chercher notamment des informations sur la pré-consultation. Le patient informé, c'est quelqu'un qui va déjà préparer sa consultation avant d'aller chez le médecin. Il va chercher des informations sur ses symptômes, et des fois, ça va même jusqu'à conditionner le fait de prendre rendez-vous chez un médecin ou non. Il va aller chercher des informations pour mieux connaître sa maladie. Il va aller chercher des informations pour mieux comprendre ses traitements. Et il va aussi profiter de l'anonymat qu'apporte Internet pour partager des informations. Aujourd'hui, on a énormément de patients qui n'hésitent pas à partager des informations sur des sujets dont on ne parle pas forcément, comme la sexualité, les maladies mentales. C'est des sujets qu'on n'hésite pas à aborder sur Internet et qui apportent une source de connaissances importante. Enfin, comme je disais tout à l'heure, le patient informé, il a des objets connectés, il fait attention à lui. Il va pouvoir aussi chercher des conseils sur la nutrition, des conseils pour se maintenir en forme et pour son bien-être. Nous, sur le projet IGIA, on a un patient informé type. Donc c'est Nelly Furtado, pour ceux qui ont la référence de culture musicale. Le patient informé type, pour nous, voilà, c'est Nelly. C'est une jeune mère de famille qui a 2 enfants, qui est donc cadre, et qui n'hésite pas à aller du coup chercher sur Internet des informations pour maintenir ses enfants en bonne santé, et qui va aller chercher des informations aussi sur elle, pour pas qu'il y ait de problème avec ses enfants. Elle ne va pas hésiter aussi, quand elle a un rendez-vous chez le médecin, à remettre en question les décisions du médecin. Elle ne va pas hésiter à discuter avec son médecin afin de trouver la meilleure solution pour se soigner. Donc voilà, le patient n'est plus du tout le même qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, le patient a pris l'outil numérique avec lui et sait l'exploiter dans le cadre de sa santé. Je vais en venir du coup à la place du médecin. Parce que malgré ça, le médecin garde la place numéro 1 au niveau en santé. Il y a des statistiques qui montrent que seuls 6% des patients préfèrent l'utilisation et les informations d'Internet que l'information de leur médecin. Donc il reste le référent en santé aujourd'hui. C'est un des 3 points d'entrée dans le parcours de soins, c'est lui qui prescrit, c'est lui qui oriente. Il a une place importante aujourd'hui. Mais est-ce que le numérique a fait sa place dans les cabinets? Donc on a fait une analyse avec le CHL, donc on travaille avec Hervé au Living Lab. Donc on a fait une analyse fonctionnelle un petit peu autour de la consultation. Et on peut voir que la progression un petit peu. Donc là j'ai noté 4 grands modèles. Et donc on commence par le modèle biomédical où à l'époque le patient n'était qu'un malade. Le patient était juste un malade et on traitait directement un malade. Petit à petit, alors dans les années 70, on a rajouté donc, la discussion entre le traitant et le patient. Donc on a affaire au début du colloque singulier entre le médecin et le patient. Dans les années 80, on commence à distinguer la maladie de l'expérience de la maladie. Et au final, aujourd'hui, on est toujours avec le modèle Calgary-Gambridge, qui date des années 90, où on a ajouté tout le contexte et le médico-social autour du patient. On sait aujourd'hui qu'un patient qui est ouvrier ne va pas avoir les mêmes maladies liées au travail qu'un cadre. Voilà. Mais le numérique dans tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on trouve des objets connectés dans les cabinets des médecins? Est-ce qu'on les trouve dans les urgences? Clairement, le numérique, alors bien sûr j'exagère, il y a forcément des cabinets où on utilise des objets connectés, mais de façon globale, le numérique a fait sa place auprès du patient, mais beaucoup moins dans le processus de la consultation. Et du coup, une des solutions qu'on pousse, c'est l'idée d'essayer de faire un petit peu plus confiance aux patients. Donc sur le projet, on travaille avec 4 médecins référents. Et j'ai noté une phrase de Marc Vidal lors d'une réunion
que je trouve assez marquante, voilà, médecin castré, de Castres, oui, pardon, c'est toujours mieux, qui a dit une phrase un jour. Voilà, qui a dit une phrase qui m'a marqué, mais ce ne sont pas les dieux qui nous ont appris la médecine, ce sont les patients. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de faire un petit peu plus confiance aux patients. On commence à faire confiance aux patients, mais il est temps de pousser un petit peu plus loin le raisonnement. Effectivement, aujourd'hui, le patient, il est un peu à côté. Toutes les démarches qui sont poussées par le gouvernement, alors bien sûr le plan santé 2022 vise à responsabiliser le patient, à remettre l'usager au cœur du soin, mais aujourd'hui il y a encore trop peu d'initiatives qui le mettent vraiment au cœur et qui travaillent justement sur la collaboration entre le patient et le médecin. Aujourd'hui, dans cette diapo, on essaie d'imaginer un petit peu la nouvelle relation qu'il pourrait y avoir entre le patient et le médecin. Aujourd'hui, on pourrait donner au patient son environnement, un environnement de patient. Donc, dans le document, le rapport Poncouri, on parle d'espace numérique de santé. Donc, c'est quelque chose qui est prévu. On a aussi le DMP. Alors, le DMP, c'est une plateforme de coordination, mais ça prend beaucoup de temps. C'est pas forcément orienté usager. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de donner au patient la possibilité de gérer ses données de santé. Alors c'est poussé par RGPD, mais aujourd'hui, les données, elles sont dans les hôpitaux, elles sont dans les cliniques, un peu chez le médecin. On n'a absolument aucun contrôle sur notre donnée. Donc il faut redonner au patient son dossier de santé. D'autant plus que si on le donne au patient, le patient, c'est la seule personne qui vit toutes les étapes du parcours de soins. Donc si on lui donne son dossier, il peut l'amener partout avec lui et l'apporter au médecin. Je pense aussi qu'on peut donner au patient une partie de la consultation qui est la préparation de la consultation. Comme je disais tout à l'heure, il y a des patients qui vont chercher sur Internet des informations avant la consultation. Il faut qu'on commence un petit peu à officialiser ça. Aujourd'hui, d'autant plus que les patients, aujourd'hui, alors ils viennent en moyenne avec 2,2 motifs de visite chez leur médecin. On connaît tous le patient qui arrive avec sa liste de plein de points. Il commence à énoncer au médecin les 3 premiers points, et puis après, il ne veut pas le déranger. C'est clairement ce que disent les patients, on ne veut pas déranger le médecin, et du coup, il s'arrête. Mais ça, du coup, c'est des patients qui reviennent 2 semaines après parce qu'il y a les autres problèmes qu'on n'a pas traités. Donc, préparer la consultation, ça pourrait aider le patient. Ça réduirait aussi le stress. Il y a des patients qui sont stressés face à un médecin et qui n'osent pas énoncer leurs symptômes. Donc, dans le processus de consultation de demain, on pourrait aussi favoriser l'automesure. L'automesure, elle est acceptée et poussée par le corps médical depuis des années. Ça supprime notamment l'effet blouse blanche sur le tensiomètre, par exemple. Clairement, il serait temps de laisser au patient la possibilité de s'auto-mesurer, prendre ses constantes lui-même, pour préparer aussi la consultation. Et côté médecin, du coup. Côté médecin, il y a des problématiques fortes aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de sources d'informations. L'idée de laisser ça au patient, ça permettrait aussi de créer des rapports synthétiques qui recensent uniquement l'information dont on a besoin pour que le médecin ait juste l'information nécessaire pour la consultation. Aujourd'hui, on sait aussi qu'avec Doctolib, par exemple, il y a des médecins qui croisent des patients qu'ils n'ont jamais vus. Donc, comment bien diagnostiquer un patient qu'on n'a jamais vu? C'est compliqué. Donc, si le patient a son environnement de santé avec lui, il l'emporte chez le médecin, on prépare la consultation, on apporte tout de suite un confort au médecin et une qualité de soins possible. Ensuite, au niveau du médecin, il va falloir pousser de plus en plus la prévention. Aujourd'hui, les médecins nous le disent eux-mêmes, si un patient il vient avec un intervalle de 2 mois, s'il a perdu 10 kilos, le médecin il n'a pas le temps de le voir, il voit trop de patients. Si le patient s'auto-mesure régulièrement, le médecin aura accès à cette information. Et donc on va pouvoir traiter des problématiques fortes comme l'obésité, comme la montée vers l'hypertension. Toutes ces informations peuvent être centralisées et aider le médecin à faire de la prévention. Et je terminerai du coup avec le parcours et le suivi. Donc la notion de parcours, elle est encore un peu floue aujourd'hui, c'est en train de se formaliser au niveau du gouvernement, au niveau national. On attend avec impatience les dossiers et les documents. Mais il va falloir que le médecin ait la possibilité de mieux gérer le parcours et le suivi du patient. On a beaucoup de médecins qui voient des patients qu'une seule fois et qui se disent « mais j'aimerais bien avoir encore des informations sur ce patient, savoir ce qu'il est devenu ». Donc il va falloir travailler aussi sur cet aspect-là. Donc voilà, je vais terminer cet exposé en parlant vraiment de collaboration entre le patient et le médecin.
La médecine de demain, elle est plus comme aujourd'hui. Il va falloir faire plus confiance aux patients, donner les moyens aux médecins et aux patients de travailler ensemble, et pouvoir collaborer avant, pendant et après la consultation. Contrairement à ce qu'on pense, je pense que ces changements vont arriver très vite. Et on est tous patients au final. Donc je pense que c'est à nous aussi d'être moteurs de cette transformation. Merci.